Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nelson Gurner. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors on a beaucoup de chance à Paris, en France, parce qu'il y a beaucoup de concerts que vous avez donnés, que vous allez donner, notamment à Paris. Il y a quelques jours, vous avez interprété au pied levé le 3e concerto de Rachmaninoff, Nelson Gurner. Alors, c'est vraiment l'œuvre la plus simple qu'on vous a demandé d'interpréter au pied levé avec le Concertgebouw d'Amsterdam. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas sûr d'accepter un tel défi, parce que c'était vraiment au pied levé. On a fait appel à moi la veille du premier concert et c'était tard le soir. Je n'avais pas touché ce concerto depuis bientôt 4 ans. Vous avez écouté l'interpréter à la Roque d'Enterron. Oui, et ça c'était effectivement la dernière fois où je l'avais joué. Mais j'étais tellement heureux de pouvoir le faire avec l'orchestre du Concertgebouw qui est évidemment somptueux et Fabio Luisi qui c'est un musicien mais que j'admire profondément. Alors, on va parler du futur Nelson Gurner, puisque on aura la chance de vous écouter dans 3 concerts très très différents à Paris. Le 30 mars prochain, vous serez à la Philharmonie aux côtés de Martha Argerich pour rendre hommage à un pianiste qu'on adorait, qu'on adore toujours, malheureusement trop tôt disparu, Nelson Freire. Donc un hommage, vous interprétez des œuvres à 2 pianos, Mozart, Debussy et Rachmaninoff. Alors, je sais pas, il y a des musiciens, des êtres qui disparaissent, on est triste, ça a un impact, on est malheureux de plus aller les écouter, mais il y a des artistes comme Nelson Freire, il y a une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des gens disparus, et que même moi qui n'ai jamais rencontré cet immense artiste, j'étais peiné comme si c'était un proche. Enfin, c'est des gens qui suscitent une admiration et un engouement particulier. Oui, et je pense que non seulement il suscite justement cette admiration, cet engouement, mais de l'amour aussi. Parce que c'était quelqu'un d'un naturel bienveillant, c'était une personne de qualité humaine extraordinaire. Et donc, en plus de l'artiste qu'il était, c'était quelqu'un qu'on aimait, et qu'on aimait côtoyer, on aimait discuter avec lui. Comme je vous disais, hors micro, oui. Nos rencontres, elles ne sont pas très, très, très nombreuses, mais elles ont été toujours d'une qualité que je n'oublierai jamais parce que il ne s'imposait jamais. C'était quelqu'un de doux, très doux. Comme son son. Oui, comme sa sonorité, qui était une sonorité qui portait dans la salle. C'était une sonorité qui était très parlante. Alors justement, et très vivante, très riche, très expressive, charnue. Alors j'ai toujours adoré sa manière de faire sonner le piano. Je l'ai toujours admiré comme musicien, son instinct, son intelligence. Mais... Oui, et je pense que justement sa disparition nous a tous laissés mais dans le désarroi, parce que on s'y attendait pas, on pensait que ça ne pouvait pas venir. Surtout qu'il y avait un côté chez lui, comme un enfant émerveillé quand on le voyait arriver sur scène. Il y avait un côté juvénile dans sa figure. On n'imaginait pas Nelson Freire vieillissant. Oui. Et puis j'ai des souvenirs qui sont merveilleux parce que la première fois que Martha Argerich m'a invité pour un concert autour d'elle et de ses amis, j'étais tout jeune, c'est là où j'ai rencontré Nelson Freire et il a voulu m'entendre jouer parce qu'il m'avait entendu travailler derrière une porte et alors il voulait que je joue pour lui ce que j'étais en train de travailler, c'était les arabesques de concert sur le beau Danube bleu de Schulze-Ebler, et alors après aussi bien lui que Martha m'ont poussé sur scène pour jouer cette œuvre en guise de bis du concert. Et je me souviendrai toujours à quel point il était bienveillant, encourageant et tout. Et ensuite, il était aussi dans un autre moment dont je me souviendrai toujours, c'est quand j'avais fait mon premier récital à Rio. Et donc, il était chez lui, il est venu à ce concert, je ne savais rien. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était dans la salle. Heureusement, et après, peut-être. On a passé une soirée. Il vaut mieux, excusez-moi de vous interrompre, il vaut mieux pas savoir que des pianistes comme ça sont dans la salle. Oui, avant. Mais avec lui, j'aurais pas eu
j'aurais pas eu peur. Il y a d'autres pianistes que je sais plus critiques, plus... et c'est pas que lui, s'il avait quelque chose à dire, il vous le disait, évidemment, parce qu'il était très honnête. Mais il avait une façon qui était tellement noble, tellement sympathique, tellement humaine de vous dire les choses que j'aurais pas eu peur de savoir au préalable s'il avait été dans la salle. Ouais. Alors pour lui rendre hommage, vous serez aux côtés d'une autre immense pianiste qui elle était très proche de Nelson Frère, Martha Argerich, pour un répertoire génial. Vous commencez par la sonate pour 2 pianos en ré majeur de Mozart, et puis cet immense chef-d'œuvre aussi qui est en blanc et noir de Debussy, et puis une des dernières œuvres de Rachmaninoff, la toute dernière, oui, les danses, symphoniques. Oui. Qui est une œuvre merveilleuse aussi. Extraordinaire. Et qu'eux, ils ont beaucoup joué ensemble. Oui, tout à fait. Martha et Nelson, oui. Oui, alors il y a ils l'ont même enregistré. Oui. Et l'enregistrement des suites pour 2 pianos. Oui. Et alors, quand vous jouez avec une pianiste comme Martha Argerich, vous avez chacun vos personnalités, merveilleuses personnalités pianistiques et humaines et musiciennes, mais en fait vous êtes quand même très très différents. Comment ça se passe au niveau du travail quand on joue avec Martha Argerich? Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que 2 personnalités qui peuvent être très différentes autour d'une pièce à 2 pianos. On peut trouver une entente fabuleuse, hein? Parce que forcément, on n'est pas toujours attiré par les personnes qui nous ressemblent, mais par ceux avec lesquels on a des différences, on a des conceptions, il y a une émulation différentes, et il y a des défis qu'on se lance mutuellement, et ça c'est précieux, ça n'a pas... Ça n'a pas d'égal. C'est justement quand vous jouez avec quelqu'un que par tempérament, vous n'êtes pas très semblable, ça peut apporter quelque chose, je crois, de spécial. Mais justement, à propos de Nelson Frère, quand je regarde votre répertoire, qui est immense, qu'on a eu l'occasion de parler de multiples compositeurs, vous avez enregistré des disques qui vont de Debussy à Chopin, en passant par Paderewski ou d'autres compositeurs inattendus et magnifiques. Il y a quand même des parallèles avec le répertoire de Nelson Frère, c'est-à-dire votre amour de Debussy, et puis Schumann aussi, qui sont des compositeurs tellement importants pour vous. Oui, je crois en effet qu'on peut établir un parallèle de nos répertoires. J'ai toujours aimé sa façon de concevoir les programmes de récital, parce que ce n'était pas une approche intellectuelle. Lui, il jouait les musiques qu'il aimait à ce moment-là de sa vie. Et c'est pour ça que c'était des programmes composés de beaucoup de compositeurs divers, c'est qu'on ne fait plus tellement maintenant. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, vous le ferez d'ailleurs le 10 juin. Je le ferai le 10 juin, oui. Et ça, on va en parler, Nelson Görner. Mais alors justement, pour en revenir à Nelson Frère, qui est un pianiste tellement discret en dehors de la salle de concert, est-ce que c'était quelqu'un qui théorisait sur la musique beaucoup? Parce que quand on l'écoutait, on avait l'impression qu'il y avait une telle évidence, un tel naturel, une telle sonorité... Mais j'ai l'impression que la musique apparaissait presque naturellement. Oui, il donnait cette illusion-là, qui est l'apanage, je dirais, des grands, très rares, des rares, de ceux qui sont vraiment grands. Et en même temps, je sais qu'il était un grand travailleur, qu'il cherchait, il mettait toujours la barre plus haut, il voulait un dépassement de soi, mais toujours pour laisser parler la musique, pas pour se mettre lui en avant. Et je pense que c'est une des qualités fondamentales pour lesquelles on est tellement attaché à lui, qu'il avait un tel aura sur les musiciens qui l'ont connu. Alors vous avez un attachement, on a l'impression aussi, d'ailleurs quand on vous écoute Nelson Görner, vous avez une sonorité, moi, qui m'évoque certains immenses pianistes du passé, je ne sais pas, vous avez un son très particulier, immédiatement reconnaissable, et on a l'impression que votre son aussi est un héritage, et que pour vous, tous ces grands maîtres du passé ont une importance essentielle. Oui, pour moi, ils ont une importance essentielle, parce que je pense que c'est dû au fait que là où j'ai grandi, il n'y avait pas de pianistes qui venaient jouer. Donc dans quelle ville d'Argentine? C'était à San Pedro, en Argentine. C'était une petite ville où il y avait des activités culturelles, mais plutôt liées au folklore de notre pays,
ou plus des activités littéraires, parce qu'il y avait et il y a toujours une bibliothèque populaire qui a fait une œuvre remarquable de diffusion de la culture, aussi bien de notre culture nationale qu'internationale, sans frontières. Mais il y avait rarement de concerts. Donc les pianistes, je les ai connus à travers le disque. Et donc j'ai commencé par les plus anciens, évidemment. Et c'est pour ça que... Qui, par exemple, quand vous étiez petit Les premiers que j'ai entendus, c'était Rubinstein. Après, il y a eu Kempf, Guillaume Arnova, j'ai aussi connu très tôt, et bien d'autres, Backhaus. Oui, vous êtes bien tombé. Et après, il y a eu Horowitz, et ensuite Martha, bien avant son retour en Argentine. Mais donc, j'ai toujours commencé, je dirais, les pianistes du passé sont ceux que j'ai connus à travers les disques, et mon apprentissage est passé par là. Ouais. Parce que justement, va paraître un disque d'Iberia, l'intégrale d'Iberia d'Albéniz, un des immenses chefs-d'œuvre du XXe siècle, une œuvre composée en 1909 par Albéniz, et puis qui a eu un impact ahurissant, qui continue à avoir un impact extraordinaire. Et j'ai vu un petit film dans lequel vous présentez cet enregistrement et vous montrez avec une sorte d'affection et d'émotion la partition d'Iberia annotée par Nikita Magalov. C'est ça, oui. Ce qui est assez inattendu parce que Nikita Magalov, c'est vrai qu'il a interprété un peu ce répertoire espagnol, mais son nom est plus attaché à Chopin ou d'autres. Mais la manière dont vous montrez cette partition avec tellement d'affection, on sent justement qu'il y a cette filiation. Comment vous en êtes venu à travailler cette œuvre à partir justement de cette Alors, je suis venu assez tard à la musique espagnole, à vrai dire. Parce que, hormis la Fantasia Bética de Falla, les Nuits de Falla et quelques pièces de Granados, je n'avais vraiment pas encore abordé ces rives-là. Hein, et surtout pas Albéniz. Mais, je ne sais pas, j'ai commencé à entendre Iberia un jour. Et je me disais, mais c'est fou que je ne regarde pas de plus près. C'est tellement génial, tellement original. Et tellement parlant, tellement... oui, il y a tant de qualités là-dedans que je ne vais pas me mettre à nommer parce qu'on les banalisera, mais je me suis mis à travailler l'œuvre, moi-même. J'ai cessé d'écouter, j'ai commencé à travailler moi-même. Elle est monstrueuse, cette œuvre, à travailler. Oui, énorme. Oui. C'est quelque chose de gigantesque. Il Il y a des difficultés pour les pianistes qui n'ont peut-être pas été surpassés. Il s'agit d'une des œuvres les plus difficiles de la littérature pianistique. Et on sait pourquoi, justement, Albéniz a placé la barre tellement haut au niveau de la technique pianistique. Parce que, en fait, les œuvres d'Albéniz qui précèdent Iberia, il y en a de très belles, mais ça n'atteint pas ce génie. Non, ça n'atteint pas ce génie, non. Et ça n'atteint pas aussi ce degré novateur quant au langage, d'une part, et quant à la nouveauté de la technique. Parce qu'il est allé même au-delà de ce que Liszt faisait. Hein. Il y a chez Albéniz des successions de chaînes d'accords, par exemple, qu'on dirait des clusters. Hein. On pense au lava-pièces, oui, où on se demande si, quand on est en train de lire la partition, si on joue juste ou si on joue faux, parce que c'est vraiment... il y a des sonorités qui vous surprennent. Hein. Et aussi tous ces croisements de mains, il y a des choses, mais vraiment, si vous voulez les jouer telles qu'elles sont écrites, elles sont extrêmement acrobatiques. Oui. Mais il y a justement ce goût du risque qui fait partie du message que la musique contient. Remarquez, vous jouiez il y a quelques jours le 3e concerto de Rachmaninoff à Paris. On ne peut pas dire que ce soit une œuvre simple non plus. Non, c'est pas simple mais ce n'est pas la même difficulté. Au contraire, non ce sont deux très grands pianistes, mais qui ont conçu leur écriture pour piano de manière tout à fait différente. Alors Iberia, donc c'est une œuvre quoi? Vous tourniez autour, vous avez attendu, vous écoutiez des enregistrements, Alicia de la Rocha? J'ai écouté jusqu'au moment où je me suis dit non, maintenant il faut que j'arrête. J'arrête d'écouter et je me mets à l'étudier parce que pour moi c'était une évidence que je voulais regarder de plus près. J'étais fasciné. Mais c'est une œuvre, c'est quoi? C'est une Espagne, parce que ça commence par évocation. Enfin, Évocation. Oui, excusez-moi, j'avais peur de mal prononcer Nelson Görner, mais
En fait, on est dans l'évocation, on n'est pas vraiment dans la tradition. C'est quoi? C'est une Espagne L'évocation, c'est dans le imaginée. domaine du rêve, c'est dans le domaine de l'imagination. Et, c'est une Espagne aussi qui n'existait plus vraiment à l'époque où il a composé certaines pièces, comme par exemple La Fête Dieu à Séville. C'est la seule Oui. d'ailleurs qui est un peu descriptive Oui, dans les 12 pièces. Mais ce genre de procession, c'était dans la tradition, mais en même temps, je crois, et j'espère ne pas me tromper, je crois que c'était déjà un peu désuet au temps où il avait imaginé ces cortèges. Euh, mais ce sont des pièces qui ont une puissance évocatrice phénoménale, à proprement parler phénoménale. Mais est-ce que c'est une musique qui a une postérité? Enfin, je veux dire postérité, bien sûr, on écoute toujours avec un immense bonheur, mais postérité en ce sens qu'il y a des compositeurs qui, après cette œuvre, ont puisé dans cette œuvre, ou alors c'est une œuvre unique. Moi, il y a je pense rien que c'est plutôt une œuvre unique qui n'a pas tellement de successeurs. Je ne sais pas si elle pourrait en avoir, tellement elle est particulière de par son langage, l'écriture, la nouveauté. Je pense qu'elle fait un corpus où il y a qu'elle qui habite cette œuvre-là. Alors en fait, ce disque, il vient après d'autres disques chez Alpha Classique, avec des répertoires qui n'ont rien à voir. Justement, on parlait de Brahms, la troisième sonate de Brahms, le deuxième concerto de Brahms, Burlesque de Richard Strauss, et beaucoup de Chopin, Debussy. Et là surgit ce disque d'Albéniz. Ça, c'est vraiment une œuvre que vous vouliez enregistrer depuis longtemps. Enfin, Oui, on je sent voulais que c'est enregistrer vraiment... depuis longtemps et je voulais le faire en public en plus. Parce que pour moi, ce n'est pas une œuvre qu'on peut faire dans un studio d'enregistrement avec la même intensité. C'est une œuvre qui demande le public. Bah, Ouais. le Ouais. public, il a hâte de vous écouter. Justement, le 10 juin, vous jouerez, Demande d'avoir un public. Oui. vous jouerez au Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre de Piano 4 étoiles, justement, des extraits d'Iberia, je crois. Alors, Evocación, El Puerto et Triana aussi. et donc, en partant de Debussy, finalement, votre Oui. concert, et vous allez jouer des œuvres de Debussy. C'est quoi? C'est dans les estampes ou les Les images? estampes, Les oui. estampes. Et là, on a des liens, évidemment, parce que nombreux sont les liens entre les deux compositeurs. Mais du fait qu'il y a la soirée dans Grenade, dans les estampes, qui est Pour aussi... un compositeur qui n'est jamais allé en Espagne, Ouais, Debussy. ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. Et alors justement, vous rappelez une phrase de Debussy à propos d'Iberia. Enfin, je vais mal la dire, mais enfin, après cette œuvre, il n'y a plus qu'à fermer les yeux. Enfin, je l'exprime très mal. Non, il disait oui, quelque chose du genre que Albéniz, il était tellement flamboyant, il semblait jeter la musique par les fenêtres, et c'était tellement ensoleillé, hein, qu'après, les yeux avaient besoin de se fermer. Voilà. C'est comme si on avait contemplé trop d'images. C'est Il mieux, avait dit, oui. mieux dit par Debussy et vous que par moi, Nelson Gerner, mais je me souvenais un peu de l'esprit. Et puis, donc c'est ces œuvres de Debussy. C'est un compositeur qui, lui, enfin moi, j'ai le souvenir de vous avoir écouté jouer Debussy depuis tellement de concerts. Enfin, c'est un compositeur vers lequel vous revenez toujours. J'y reviens toujours, oui. Mais ça, depuis toujours, en Argentine, c'est un compositeur... Non, en Argentine, pas tellement. Parce que je suis venu à l'étude des œuvres de Debussy beaucoup plus tard. Moi, je suis parti d'Argentine quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, j'avais joué quelques pièces de Debussy, mais comme tout étudiant de piano, pas plus que ça. Quelques préludes Non, même pas des préludes, mais Clair de Lune, les deux arabesques. Et pas beaucoup plus finalement. Quelques préludes, juste quelques préludes du premier livre, les premiers 6 peut-être. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que c'est arrivé dans ma vie pour y rester. Ça, c'est sûr. Oui. Et donc, vous commencerez ce concert. Alors, je ne sais plus si c'est par la Polonaise Fantasy de Chopin. De oui, Chopin, qui est oui. aussi une des dernières œuvres de Chopin, et qui est une œuvre assez incroyable, aussi d'une construction très particulière. Oui, quand même, d'une liberté dans la forme qui est étonnante. Et puis, elle me fait toujours penser à Debussy, parce que malgré leur différence de langage et de style, la Polonaise Fantasy est une œuvre prophétique. Et il y a des richesses harmoniques qui me font immédiatement penser à Debussy.
Et alors je comprends l'amour de Debussy pour Chopin. Oui, tout est là en fait. Et cette œuvre, elle a quelque chose, parce qu'on attend, elle est sublime de bout en bout, mais il y a ce thème qui arrive dans la deuxième partie, on a presque une attente de la jouissance d'écouter ce thème. Et puis c'est une œuvre où la nostalgie de Chopin pour la Pologne, elle est sublimée, on peut dire, à l'extrême. C'est une pièce tellement imagée, mais rien ne doit sonner trop concret dans la Polonaise Fantasy, parce qu'elle ne fait pas partie de ce domaine-là, mais seulement de celui de l'imagination. Et justement, ce concert Chopin, Debussy, Albéniz et Schumann, c'est un concert construit, on dirait vraiment, ces programmes, vous parliez de Nelson Freire, mais on dirait vraiment les programmes, effectivement, de grands pianistes qu'on adore, et puis justement du passé. C'est vraiment des programmes conçus comme ça, avec des compositeurs qui en même temps, il y a des fils, Schumann, Debussy, Chopin, effectivement. Oui, bien sûr, il y a des fils, Debussy. Oui. Mais c'est pas tant le souci du fil qui prime. C'est l'amour que vous avez pour les œuvres. Oui, je pense que c'est ça. Vous pourriez jouer un programme avec des œuvres que vous aimez passionnément et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je pense que peut-être je pourrais. Bien sûr, dans l'idéal, on veut que ce soit des œuvres que vous aimez et que tout se tienne. Oui, parce qu'il faut quand même un fil dans la narration qui soit là. Mais je pense que c'est le cas de ce concert. Il y a cette première partie où Chopin, Debussy, Albéniz, donc 3 grands compositeurs pianistes qui ont fait sonner chacun à leur manière le piano comme ça n'avait pas été fait avant eux. Et il y a les études symphoniques de Schumann qui est une œuvre maîtresse, comme on sait. Oui, alors ça passe de toute définition en fait. Comme toutes les œuvres de Schumann, du reste, Nelson Gerner, je ne crois pas vous avoir écouté d'ailleurs interpréter cette œuvre, les études symphoniques. Je ne sais pas si c'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée. Je l'ai enregistrée il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais jouée en public à Paris. Pas le souvenir de vous avoir écouté. Si. Ah, non, je l'ai joué une fois à Paris, oui, mais il y a très longtemps. Écoutez, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu vous écouter à ce moment-là et dont je suis Nelson Gerner, on est tellement heureux de vous écouter dans cette œuvre. Vous jouez avec les variations posthumes, oui, tout à fait, symphoniques. Parce que les variations posthumes, simplement, je les adore. Je ne comprends toujours pas pourquoi Schumann il les avait mises de côté. Oui. Je pense que peut-être ça tient à l'architecture de l'œuvre, ou à une longueur qui a pu lui paraître excessive, peut-être. Avant ce concert du 10 juin, on va vous retrouver aussi à Paris le 25 mai à Radio France pour le 2e concerto de Brahms, que là vous avez enregistré et que vous jouerez aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Philippe Herweg, qui est un chef magnifique, mais alors qu'on n'attend pas forcément dans ce répertoire. Vous avez déjà interprété cette œuvre On a déjà joué le si bémol de Brahms ensemble, oui. Et c'était toute une expérience. Justement parce que, probablement dû au fait qu'on n'associe pas forcément Philippe avec ce répertoire. Oui, mais Brahms, c'est vraiment l'héritier de Bach. Mais justement, donc c'est là où les idées reçues, elles ont toujours tort. Oui. Parce que là, j'ai trouvé qu'il avait une approche justement qui vient des maîtres anciens et qui se tient mais à merveille et qui en plus est d'une fraîcheur étonnante, mais vraiment étonnante. Je crois avoir beaucoup appris du fait d'avoir joué le si bémol de Brahms avec Philippe Herweg. Oui. Et alors, on va parler du violoncelle dans le mouvement lent du si bémol de Brahms, Nelson Gerner, mais là, il y a quelques jours, vous avez joué avec aussi un orchestre merveilleux, qui est le Concertgebouw d'Amsterdam. Comment ça se passe, justement, quand on joue un concerto avec un tel orchestre, un tel chef est-ce que ça porte plus? Quel est le rapport je trouve que quand on aborde un concerto avec des orchestres d'un niveau pareil, forcément ça donne un surplus à l'interprétation. On se sent véritablement porté par l'orchestre. On se sent plus à même d'aller plus loin dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on imagine, dans ce dont on a toujours rêvé.
Et ça change beaucoup. Ça, c'est formidable. Oui, votre oui, vous jeu pouvez aller change. plus loin, par exemple, dans votre palette sonore, parce que vous savez que si vous descendez, hein, vous allez plus dans les pianos pianissimo, ils vont vous suivre. Et il y aura un velouté, par exemple, dans les cordes qui sera extraordinaire, bref, que l'orchestre va vous porter, vous suivre, être à vos côtés. Hein, qu'il n'y aura pas les pianistes d'un côté et l'orchestre, aussi bon soit-il, de l'autre, mais qu'il y aura une sorte de fusion De qu'on peut dialogue, rarement atteindre si ce n'est qu'avec des orchestres d'un tel niveau. Enfin, pour vous avoir écouté plusieurs fois en concerto, de toute façon, vous êtes toujours tourné vers l'orchestre. Nelson Oui, parce que Gerner. je trouve que l'expérience du concerto, et là, ses racines dans la musique de chambre, ou du moins, elle devrait les avoir, et très fréquemment. Et donc, ça ne me vient pas à l'esprit de jouer ma partie, ça me souciait justement de ce côté dialogue, ce côté musique de chambre. C'est qu'il peut y avoir aussi d'intime dans l'exécution d'un concerto. Alors justement, pour parler d'intimité, ce deuxième concerto de Brahms, il y a ce fameux mouvement avec le violoncelle qui ouvre ce mouvement lent et puis le piano qui arrive. Enfin, pour nous, auditeurs, c'est le bonheur intégral. C'est-à-dire, Absolument, oui. C'est un moment tellement attendu. On connaît peu d'œuvres qui donnent Ouais. un tel Oui, je frémissement suis d'accord. Ouais. à l'auditeur. Et alors vous l'avez joué à énormément, je pense, ce concerto avec divers orchestres. Et comment ça se passe? Vous parlez avec le violoncelliste avant ou alors les choses se font naturellement? Non, je pense que en général, les choses se font. Et ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Moi, entendre ce solo de violoncelle, quand je suis assis au piano, ça ne peut que m'inspirer. Et aussi, je me sens porté par cette musique. Alors, quand il y arrive ces quelques mesures de piano solo, en ayant déjà écouté les violoncellistes, je suis déjà dans la musique. Oui. Donc, je pense que ce n'est pas une affaire de beaucoup se parler, mais de s'écouter. Alors, on parlait de Philippe Herwegh véritablement. Et l'héritage de Bach en évoquant Brahms. Mais justement, à propos de Bach, je me souviens de vous avoir écouté, je ne sais plus si c'était après le 4e concerto de Beethoven, je crois que c'était après le 4e concerto de Beethoven, vous étiez aux côtés de l'orchestre de Paris, et vous avez bissé, je crois, la sarabande d'une partita. Oui, c'était la sarabande de la 6e partita. Qui était aussi pour nous un moment de bonheur intégral. Est-ce que c'est un compositeur vers lequel vous irez de plus en plus Bach? Je l'espère, oui. Parce que j'ai tant tardé à jouer Bach en public, mais maintenant je ne compte plus l'abandonner. Pour nous. Et donc vous allez justement... Mais parce que dans ma génération, on a été forcément conditionné par... toutes les nouvelles tendances musicologiques, par toute la recherche. Et il y a eu un moment où les pianistes... Étaient bloqués par rapport à ça. C'est comme si... Il y avait, oui, de quelque manière, un certain blocage qui s'installait. Et on n'osait plus vraiment aborder Bach au piano, ou on se cassait la tête vraiment. Et au lieu de simplement les jouer avec toutes les possibilités du piano, de l'instrument que nous avons à disposition, parce qu'alors il ne s'agit pas de faire une caricature ou une copie de l'instrument ancien. Alors, mais une fois qu'on se décomplexe, c'est quel bonheur de pouvoir aborder toutes ces œuvres géniales. J'ai eu de la chance de travailler avec des musiciens comme Franz Bruggen, avec qui j'ai énormément appris. Mais comment vous avez travaillé avec lui en tant que chef? Il a dirigé... Oui, alors il m'a dirigé, mais dans les concertos de Chopin. Mais c'est là où j'ai pris la dimension que, en fait, toute cette mouvance ou cette recherche qui avait été faite dans la musique baroque ne devait pas avoir, elle n'était pas pensée pour avoir ce côté terrorisant qu'il pouvait avoir pour nous les pianistes à un moment donné. Oui, d'ailleurs, on voit aujourd'hui des clavecinistes assister à des concerts de piano, Absolument, de Bach au piano. Oui. Alors je pense que finalement, nous sommes arrivés à nous décomplexer par rapport à tout ça et à intégrer ce qu'il y a de merveilleux dans cette recherche, dans toutes les découvertes qui ont été faites, qui ne peuvent qu'enrichir votre connaissance et vos interprétations.
et en même temps ne pas avoir peur d'utiliser les ressources du piano moderne quand vous jouez Bach. Parce que ça serait de se priver de quelque chose de fondamental. Comme je pense toujours, il ne s'agit pas de faire une caricature ou une copie quelconque de l'instrument ancien. Nous avons à notre disposition un piano qui a un éventail de couleurs énorme. Je pense que si vous les utilisez sans trahir les styles, avec la discrétion qu'il faut appliquer lorsqu'il s'agit de la musique de Bach, alors l'emploi du piano moderne est parfaitement légitime. Oui, mais justement, quand vous avez interprété cette sarabande, la 6e partita, moi j'étais assez haut dans la salle de la Philharmonie, et en même temps, il y a l'instrument moderne qu'est le piano, un Steinway ou un Böschendorfer, enfin en l'occurrence ça devait être un Steinway, et en même temps ça recrée une intimité avec un instrument contemporain. Oui. Et on a l'impression d'une proximité avec cette musique. Voilà, je pense que l'instrument moderne, malgré toute sa puissance sonore, vous permet également de recréer ces moments d'intimité, ces moments où vous n'ajoutez pas quelque chose qui n'appartient pas à ce langage. Voilà. Et vous, alors Nelson, quand le matin vous devez travailler au piano et qu'on vous demande pas de jouer au pied levé le 3e concerto de Rachmaninov, quelles sont les œuvres que vous avez travaillées? Je commence souvent avec du Bach. Ah oui, justement. Oui, justement pendant toute l'époque de la pandémie Covid, je m'étais remis au prélude des fugues et avec le plus grand bonheur. Ça faisait le bonheur de chaque matinée. Donc vous commencez par cette musique. Oui, très souvent. Très souvent, oui. Ça m'ouvre l'esprit, et les cœurs et les doigts, tout en même temps. Bon, en tout cas, c'est des œuvres qui vont nous ouvrir l'esprit et le cœur que vous allez interpréter à Paris. Il y a d'abord ce concert le 30 mars prochain. Vous serez aux côtés de Martha Argerich pour cet hommage à Nelson Frère. Vous allez uniquement jouer ou il y aura un hommage aussi, ou c'est le fait de votre présence et votre jeu qui lui rend hommage, Je ne sais pas ce qui a été prévu, mais je crois que l'essentiel, c'est la musique. C'est la musique et que nous avons tellement envie de lui rendre hommage. Et puis, pour arriver à des choses moins douloureuses, le 25 mai, vous serez aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Philippe Herweg pour le 2e concerto de Brahms. Alors justement, je vous ai entendu beaucoup dans le 2e concerto de Brahms. Et le premier, c'est une œuvre qui vous est moins proche ou... Non, je l'ai aussi beaucoup joué. J'ai fait une tournée en Italie en décembre dernier, où je l'avais joué 6 fois. Je l'ai aussi joué en Hongrie 2 fois récemment. Oui. Mais c'est vrai que ces dernières années, je l'ai un peu moins joué que le si bémol. Oui. Enfin, c'est 2 frères tellement différents. Oui, tellement différents, mais essentiels. tout aussi merveilleux l'un que l'autre. Oui. Oui. Je ne pourrais pas dire lesquels je préfère, mais c'est vrai que ce mouvement-là du 2e concerto, il a quelque chose d'unique. Oui, et puis bon, cette joie qui explose dans le 4e mouvement aussi, oui. Enfin, il y a une tendresse. Dont on a tellement besoin. Oui, c'est ça. Oui. Et ce côté un peu libérateur, plus... Oui, c'est lumineux. Plus enjoué, plus lumineux, oui. Il arrive à être enjoué et en même temps, ça reste quand même de l'immense Brahms. Absolument. Et puis, on vous retrouvera aussi le 10 juin, là, en récital, avec Chopin, Debussy, Albéniz, et puis ces variations, les études symphoniques de Schumann. Je me souviens d'ailleurs de vous avoir écouté dans les Davidsbündler Tänze, qui est un autre immense chef-d'œuvre de Schumann. Donc, peu à peu... vous interprétez tous ces grands cycles de Schumann. Comment ça se passe, justement? Les cycles schumanniens, j'avais commencé avec le carnaval. J'avais auparavant travaillé les variations à Bègue. Je les avais jouées au concert. Et ensuite, il y a eu donc le carnaval. Plus tard est venue la fantaisie. Et beaucoup plus tard, les études symphoniques. Et les Davidsbündler Tänze, c'était le dernier cycle que j'ai abordé. Et alors, juste un mot justement des variations à Bègue. Moi, c'est une œuvre que j'adore. Et alors, il y a cet enregistrement de Clara Askill qui est tellement... c'est merveilleux. Il y a des pianistes comme ça qui laissent leur image sur certaines œuvres. Inimitable.
Et on ne sait pas à quoi elle est due, cette magie. C'est une pianiste dont vous écoutez les enregistrements? Je l'ai beaucoup écouté, pas récemment, mais naturellement que son enregistrement d'avec, je l'ai en tête. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Oui, Enfin, et il y a un charme, il y a, c'est pas un franc-parler. C'est tellement naturel. Oui. Je me dis, mais c'est interprété à la perfection. eh ben, écoutez, en tout cas, ce bonheur qu'elle procure, vous nous le procurez aussi, Nelson Gurner. On a tellement hâte à la fois d'écouter ce disque d'Iberia qui va bientôt paraître pour le label Alpha Classics et puis tous ces concerts qu'on a évoqués. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci Frédéric, c'était un grand plaisir pour moi. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Nelson Gurner, je vous propose de l'écouter interpréter les 2 derniers mouvements d'une œuvre dont il a été beaucoup question dans cet entretien, à savoir les 2 derniers mouvements du 2e concerto de Johannes Brahms. Nelson Gurner est aux côtés du NHK Symphony Orchestra de Tokyo, sous la direction de Tadaaki Otaka. Je vous souhaite une très belle écoute de ce magnifique enregistrement. Bonne fin de soirée sur RCJ.